Bonsoir à tous et bienvenue à la une de ce journal. Une partie du marché Montbouin ravagée par des flammes. L'incendie qui s'est déclaré ce matin n'a pas fait de victimes, mais d'importants dégâts matériels. Messe verte à Libreville les 27 et 28 février prochains. Plus de 400 jeunes attendus dans la capitale gabonaise se préparent activement pour apporter leur contribution à la réflexion sur la forêt et le développement durable. À l'étranger, au Burkina Faso, 51 morts dans une attaque djihadiste. L'armée burkinabé s'est déployée largement pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Et puis enfin en sport, signature d'un partenariat entre le club de football féminin Atlético Akanda et un média en ligne. Le contenu de ce contrat dans ce journal avec Jeremy Goma. Nous ouvrons cette édition d'information avec un incendie ce matin dans une partie du grand marché de Libreville, précisément à l'ancienne gare routière. Bilan, aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Jessica Ondjoa. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Le spectacle était alarmant. Des flammes tenaces pendant près de 4 heures de temps. Nous avons été alertés, nous sommes venus pour constater, mais c'est vraiment déplorable, vraiment alarmant. Déjà pour les propriétaires des lieux et puis pour le propriétaire du magasin qui est vraiment en détresse. Vraiment, ça nous déchire le cœur de voir que la propriété de l'autre se brûle comme ça, il va en fumer. Tout ce qui est dans les pièces détachées, les roues, les pneus, un peu de tout. Et je pense qu'il y a même les combustibles, comme on en appelle, qui, bon, vous entendez les explosions et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de métal, beaucoup de choses qui causent même d'abord les flammes et qui entraînent encore les flammes. L'incendie ravageur à la gare routière de Libreville a débuté dès 7 heures du matin. Triste constat dont les raisons sont encore méconnues. Ici, aucune circulation de véhicules, une scène de tristesse et de désolation. Il ne dépasse pas des patrons, c'est des magasins différents. Mais en tout cas, moi, je viens d'arriver, c'est mon grand frère qui m'explique. Mais je sais les propriétaires des magasins. Il y a même un de nos patrons, voilà lui. Rien de tout. Tout est foutu. N'eût été l'intervention des sapeurs-pompiers après des heures, et ce malgré le manque d'eau dans la zone, ce qui a permis d'éviter le pire. Leïka Makonga aurait-elle été victime d'une tentative d'enlèvement? Une affaire de crime rituel l'aurait amené à faire deux témoignages contradictoires, l'un sur les réseaux sociaux et l'autre devant les agents de la Direction générale de recherche où elle est actuellement en garde à vue. De précision dans ce reportage de Jessica Ondjoa. J'étais dans la bouche avec les flammes, mais le bus était garé là. Alors la femme était à tête, laissez mon enfant, ils l'ont attaché, la pouvoir bouger encore, ils ont pris les machettes, ils l'ont damé, la porte est là, elle dit maman, ils ont pris l'enfant, Je suis ici pour un faux montage. La vidéo a été circulée en comptant Aïssa est un faux montage. C'est une situation qui peut créer la justice populaire. Il s'agit de Leïka Makonga, le nom de la supposée rescapée de Koltang, un quartier situé dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Âgée de 17 ans, la jeune fille aurait inventé une supposée tentative d'enlèvement. C'est du moins ce qui en ressort du témoignage de l'intéressé. Une histoire qui crée la psychose auprès des populations. L'information a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Comment comprendre ces deux versions des faits différentes quand on sait que le phénomène d'enlèvement a, au fil du temps, fait parler de lui à Libreville, à l'exemple du jeune Rinaldi des années passées, à quelques kilomètres de Bitam. Mais bien plus, la fameuse voiture noire. Dans quel but le témoignage a été relaté? Si, au Gabon, des rumeurs d'enlèvement d'enfants aux abords d'établissements scolaires et dans les carrefours ont longuement circulé sur les réseaux sociaux, les faits en date semblent être des fake news. Actuellement, la Direction générale des recherches, DGR, pour des détails plus approfondis, la jeune fille devra répondre de ses actes.
L'actualité, c'est aussi dans le domaine environnemental. Le One Forest Youth Forum, le sommet sur la forêt et le développement durable dédié aux jeunes aura lieu à Libreville le 27 et 28 février prochain, en prélude du One Forest Summit. Ce sont plus de 400 jeunes venus du monde attendus dans la capitale gabonaise à cette grande messe verte. Estelle Amvan nous en dit plus. Les jeunes ne sont pas en marge des problématiques liées à la forêt et au développement durable. Ils comptent bien jouer leur partition au cours du One Forest Summit qui se tiendra très prochainement au Gabon. Pour se faire entendre, ils ont décidé de se réunir un peu plus tôt autour d'un événement dédié, le One Forest Youth Forum. Les 27 et 28 février, Libreville sera donc la capitale de la jeunesse verte. Les organisateurs annoncent la participation de plus de 400 jeunes experts et leaders jeunesse sur des questions forestières. Il s'agira de débattre pour produire un manifeste de la jeunesse pour défendre la forêt, une synergie porteuse de solutions concrètes et utiles en faveur de la nature, du climat, de l'environnement, avec en prime des modèles de gestion durable des forêts, les aspects des chaînes de valeur, de recherche scientifique et de financement durable. Au menu de ces 48 heures de réflexion, plusieurs panels sur la contribution de la jeunesse dans la recherche et l'accélération du processus de gestion durable des forêts, la gouvernance forestière et la lutte contre les changements climatiques dans le contexte de développement durable, des ateliers autour du conflit homme-faune, la gestion durable des forêts, des stratégies et mécanismes de financement durable issus des forêts. Pour assurer la présence effective de ces jeunes venus des 4 coins du monde, le One Forest Youth Forum bénéficie du soutien de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'ambassade de France. Toujours dans le même registre, né d'une entrevue entre le président français Emmanuel Macron et le président gabonais Ali Bongo, le One Forest Summit organisé le 1er et 2 mars prochain sera l'occasion de renforcer la collaboration au nord-sud dans le but de soutenir économiquement les pays qui font l'effort de protéger leurs forêts. Suivons cet élément. Un des enjeux majeurs du sommet sera de trouver des solutions concrètes pour permettre aux pays forestiers de tirer bénéfice de leur politique de protection de l'environnement. On le sait, en protégeant leurs forêts, ces pays mettent de côté le développement industriel de leur économie. Le premier acte de réflexion se portait sur la valeur donnée aux exportations du bois. De donner à la forêt sa vraie valeur pour que les Gabonais voient la raison de préserver cette forêt. Qu'il y ait de la valeur ajoutée créée sur le territoire du Gabon. Exact. Quand on exportait des grumes, on envoie un billet de bois de l'Afrique vers l'Europe, vers l'Asie. C'est 8% de la valeur qui reste en Afrique et 92% de la valeur qui est réalisée offshore. Pour pallier ce modèle, le Gabon a interdit l'exportation de grumes brutes et a conduit, par le biais notamment de sa zone économique spéciale, à transformer le bois localement pour le vendre plus cher. La collaboration scientifique Nord-Sud permet par ailleurs de rendre les exploitations forestières africaines plus durables et d'accéder ainsi à un marché européen plus qualitatif et rentable. Désormais, le dernier pan dont il faut se saisir repose sur le commerce des crédits carbone. Pour l'instant, le marché carbone ne marche pas. Ça a beaucoup de potentiel, on en parle énormément. Le Gabon, il y a quelques mois, on a finalisé un processus de 8 ans de validation des crédits REDD+, à travers la Convention climat. Ça fait 3 mois que j'ai 90 millions de tonnes qui brillent, qui chauffent dans mes poches, mais il n'y a aucun intérêt. Aucun pays, aucune société qui vient nous voir pour dire mais chapeau, bien fait le Gabon, et maintenant, est-ce que vous voulez vendre vos crédits? Donc c'est un marché qui ne marche pas pour l'instant. Les conclusions du One Forest Summit sont alors attendues avec impatience. Le reportage était signé Carmen Eyégué. Célébration de la journée mondiale du pangolais le week-end écoulé. L'événement a été marqué par une campagne de sensibilisation. Objectif, mettre fin à la consommation de cette espèce animale et garantir sa protection intégrale. Chimène Indon pour les détails.
Au Gabon, les ONG environnementales tentent de sensibiliser la population à la nécessité de protéger le pangolin. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du pangolin, Gabon Pangolin Working Group a organisé à l'occasion une journée de sensibilisation sous le thème « Penser, vivre et agir différemment avec la biodiversité » cas des pangolins. Les pangolins sont des animaux très importants pour le maintien de notre environnement, pour le maintien de l'équilibre de notre environnement. Mais il s'avère également que ce sont des espèces qui sont très appréciées à la consommation. Les pangolins se reproduisent lentement et ne peuvent avoir qu'un seul petit tous les 4 ans, d'où l'importance de sa protection. Les pangolins ont un faible taux de reproduction, c'est-à-dire que non seulement une mère pangolin va mettre bas un seul petit, mais le temps de gestation, en fait, la fréquence de gestation varie jusqu'à 4 ans. En permettant aux pangolins de rester à des populations considérables, ça permet de réguler déjà ces termites et ces insectes et de permettre de maintenir notre biodiversité en état. Seul mammifère ayant des écailles est retrouvé dans les régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Les organisateurs ont indiqué qu'à ce jour, 8 espèces de pangolins sont connues, dont 4 en Asie et 4 en Afrique. Le Gabon en compte 3, au nombre desquels le pangolin géant, le pangolin à ventre blanc et le pangolin à ventre noir. Outre sa consommation, le pangolin a aussi des vertus, surtout sur le plan de la médecine traditionnelle. La suite de cette édition d'information, les magistrats à l'école, c'est dans le cadre d'un séminaire de formation qui va durer 3 jours. L'exercice sera consacré à la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes et la protection de la liberté d'expression, une initiative de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Suivons ce reportage de Carmen Yegui. Au 2e étage de l'École nationale de la magistrature, plus de 70 personnes étaient réunies pour ce premier jour de séminaire. Mesdames et messieurs les conférenciers, les consultants, chers collègues magistrats, mesdames et messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce sanctuaire du savoir. Ce rendez-vous initié par l'UNESCO s'inscrit dans un contexte mondial critique pour la profession des journalistes. Plus de 1700 journalistes tués de 2003 à 2022, soit 80 par an, nous interpellent tous, et en particulier nous les magistrats chargés au quotidien de les juger, mais aussi d'assurer leur protection. Car c'est la loi qui est en première ligne l'instrument appelé à assurer le respect des droits professionnels et surtout le respect de la vie humaine, fut-elle celle des journalistes. Nous ne mettrons pas de signaler également les arrestations, les enlèvements, les disparitions, les incarcérations parfois arbitraires ou abusives, dont ces derniers sont très souvent encore les victimes dans les pays à fort déficit démocratique. Au programme, les magistrats conviés pourront assister à des ateliers qui permettront de promouvoir aux professionnels gabonais les directives internationales en matière de liberté d'expression. Ce séminaire devrait donc permettre aux magistrats de l'ordre judiciaire, appelés à y prendre part en ce qu'ils sont les garants de liberté fondamentale, d'être outillés en matière de normes internationales et régionales relatives à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et à la sécurité des journalistes. À terme, il leur est proposé de rédiger une note pour connaître leurs besoins afin de mener à bien des actions de protection des journalistes. Le Gabon, bien que meilleur élève d'Afrique centrale, ne se classe que 105e sur 180 au classement des pays respectant au mieux la liberté d'expression. Retour sur le communiqué final du Conseil des ministres hier avec l'adoption de projets de texte relatifs au nouveau cadre d'exercice de métier de magistrat. L'extrait est lu ici par le porte-parole du gouvernement, Yves Fernand Manfumbi. Ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Projet de loi portant statut des magistrats. Le présent projet de texte pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution porte statut des magistrats. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du service public de la justice et s'attache à redéfinir le cadre d'exercice de la profession de magistrat d'une part
et à améliorer les conditions d'exercice de cette haute fonction de l'État, aussi bien pour ce qui est des moyens de mise en œuvre de leur mission que les conditions de vie et d'entretien des membres de ce grand corps d'État, d'autre part. Aussi, le texte présenté se distingue-t-il par certaines innovations dont la création dans chaque juridiction d'un organe de veille déontologique du magistrat, l'exigence d'une expérience minimale pour l'accès aux fonctions de responsabilité, la limitation de l'accès à la position de détachement aux seuls magistrats hors hiérarchie et du premier grade, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite pour tous les magistrats avec dès 60 ans, la possibilité d'ouverture de droit à la pension. Culture à présent, enrôlement des artistes à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, site choisi pour la circonstance, le Musée national de Libreville, une initiative du ministre de la Culture en partenariat avec le ministère de la Santé. De précision dans cet élément signé Maya Meza. Permettre aux artistes gabonais de bénéficier des soins de santé, c'est le sens donné à cette cérémonie d'immatriculation. Les acteurs culturels à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Sur les très hautes instructions du président de la République, nous avons décidé ce matin de faire enrôler un certain nombre d'acteurs. Mais c'est tous les acteurs culturels qui sont concernés. Un chronogramme va être diffusé pour les acteurs culturels qui sont à l'intérieur du pays. Nous ne les avions pas oubliés. Donc nous verrons avec la DAMGS les modalités de pouvoir mettre en place l'enrôlement des acteurs culturels qui sont dans les différentes provinces. Les équipes de cette structure de prestations sociales ont procédé à tour de rôle à l'enrôlement des artistes présents sur le site du Musée national. Le processus d'enrôlement est très simple. Il fallait que les acteurs culturels se présentent avec un certain nombre de pièces d'identité. Et une fois ces éléments présentés, ils font le parcours qui est très simplifié. Et à l'issue de celui-là, ils vont pouvoir bénéficier d'un récépissé en attendant l'établissement de la carte assurée CNAMGS. Les acteurs culturels voient en cette action une attention particulière et n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Ne bénéficions pas de cette couverture santé et donc vraiment de la part de tous les artistes, nous comprenons cette considération. L'opération qui a duré plus de 3 heures a permis à plus d'une centaine d'artistes d'être désormais enregistrés sur le fichier de la CNAMGS. Religion, désormais en liberté, après 5 mois passés en détention préventive à la prison centrale de Libreville, le prophète Emmanuel Zoma serait-il autorisé à reprendre ses activités de prédicateur? Tentative de réponse dans cet élément de Maya Meza. Dieu t'envoie des prophètes, préserve des prophètes. Tu réussiras en fonction de ta capacité à écouter les prophètes. La question mérite d'être posée car le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, avait en effet suspendu le 3 septembre dernier, à titre provisoire, les activités de l'église synagogue, fondée et dirigée par le prophète Emmanuel Nzomba, accusé d'être magicien. La décision gouvernementale avait été respectée à la lettre par les dirigeants de cette église. Le prophète ne s'est pas encore exprimé sur la question. Nzoma va probablement mener les démarches pour la réouverture de ces églises. Bénisse le président, que Dieu bénisse le gouvernement. Emmanuel Zoma est un jeune charismatique, leader religieux, qui traîne des foules durant ses prêches. Certains de ses fidèles estiment qu'il serait victime de son succès. Il a donc été interpellé en début septembre après le célèbre miracle de la grossesse de 3 mois inoculée lors d'une croisade d'évangélisation à une fidèle supposée stérile, mais à la recherche d'un enfant. Écoute-moi, madame. Je suis Emmanuel Zoma. Je ne te connais pas. Yes. Dieu est en train de me dire, tu vas tomber enceinte là. Hey. Amen, papa. Son ventre va commencer à pousser physiquement sur place. Amen. Enlevez-moi ce pan. Atmosphère prophétique. Je donne à ce ventre de commencer à prendre un volume. Devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle? Jamais organisé au Gabon. Nous pouvons le constater. Comme ce ventre est en train de sortir maintenant physiquement, il est en train de sortir. Ceci est un miracle extraordinaire. Il était gardé en vue
à la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, à Libreville, où il avait passé un week-end avec quelques collaborateurs. Il a ensuite été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. L'on est en droit de se demander si sa mise en liberté provisoire n'est-elle pas accompagnée de plusieurs conditions. Quelques brèves en images. Au Togo, des inquiétudes persistent concernant la situation sécuritaire dans la région des Savanes, dans le nord, théâtre d'incursions djihadistes. En raison de cette situation et à l'appel du gouvernement, le programme alimentaire mondial annonce fournir une assistance qui devrait bénéficier à plusieurs personnes. Et puis au Zimbabwe, Robert Mugabe Jr., le fils aîné de l'ancien président zimbabwéen et de sa seconde épouse Grace, arrêté hier pour destruction de propriété privée. L'homme âgé de 31 ans a été présenté devant le juge lundi matin à Harare, la capitale. Toujours à l'étranger, au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de morts tués hier dans la région du Sahel selon un bilan provisoire de l'état-major général des armées. De combats violents opposés des militaires burkinabés et un groupe armé terroriste entre Oursi et Déou dans la province de Lourdalan. Récit signé de Ralph Lenyongo. Il est possible que ce bilan s'alourdisse dans les heures qui vont suivre car plusieurs soldats manquent toujours à l'appel. 80 personnes sont encore recherchées selon une source sécuritaire. Les blessés sont soignés dans les centres médicaux appropriés pour une prise en charge. Et les hélicoptères de l'armée de l'air ont commencé à transférer sur Ouagadougou les dépouilles des soldats tombés durant cette attaque. Selon l'état-major général des armées, les soldats burkinabés étaient en mouvement quand ils ont été attaqués par des hommes armés. Les autorités précisent que l'unité a été ciblée par une attaque complexe et il s'en est suivi de violents combats. L'attaque s'est déroulée entre Oursi et Déou dans la région du Sahel, non loin de la frontière avec le Mali. Des renforts aériens ont été envoyés sur place durant tout le week-end. L'intensification des actions aériennes a permis de neutraliser une centaine de terroristes et détruire plusieurs véhicules ainsi que du matériel de combat. Les assaillants tentaient de s'échapper par la frontière nord vers le Mali quand ils ont été visés par l'armée de l'air burkinabé. L'état-major a diffusé des séquences vidéo de tirs de drones. L'état-major a invité l'ensemble des forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui a permis d'engranger des victoires importantes ces dernières semaines. L'attaque du 17 février reste la plus meurtrière au Burkina Faso depuis celle d'Inata qui avait coûté la vie à 57 gendarmes en novembre 2021. Union africaine, Azali Ousmani portait à la tête de cette institution. C'était lors du 36e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président comorien doit faire face à de nombreux défis qui minent le continent. Ralph Lenyongo nous en dit plus. Oui, des défis, il y en a sur le continent et des interrogations taraudent les esprits des uns et des autres. Comment mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo? Comment réagir au coup d'État en Afrique de l'Ouest? Comment réconcilier l'Algérie et le Maroc? Telles sont les problématiques urgentes sur lesquelles le nouveau président de l'Union africaine devrait se pencher au plus vite. Ne pas oublier la remise sur les rails des marchés communs africains qui tardent à se concrétiser. L'Afrique doit s'unir pour assumer son émancipation économique, comme l'écrivain Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana. Ainsi, ce marché donnera un coup de pouce à la croissance économique avec l'ouverture de nouveaux débouchés pour les entreprises et multipliera les opportunités d'emploi. L'Union africaine devra opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine, projet à multiples facettes qui peine à entrer en vigueur depuis son lancement en 2012. Jusqu'ici, la deuxième plus grosse économie du continent, forte de 190 millions d'habitants, avait suspendu sa participation. Seuls 24 pays sur une cinquantaine ont donné leur accord pour le lancement du projet. Il incombera à Azali Assoumani d'en convaincre le Nigeria et les autres. L'Union africaine doit pouvoir lever tous les obstacles liés notamment au problème de convertibilité des monnaies des pays membres et de leadership entre dirigeants. L'Afrique est surtout victime des crises économiques et alimentaires consécutives à la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, et même des crises sécuritaires aux 4 coins du continent. Il faudra la relancer sur le plan économique. L'agro-industrie n'est pas en reste. Le Soudan de l'après Omar el-Béchir, qui va également de putsch en putsch, est un client important de l'Union africaine qui affiche résolument son combat contre les coups d'État militaires. La tâche d'Azali Assoumani, qui a été mise en première ligne pour y faire face, ne sera pas des plus faciles. Selon l'ONG International Crisis Group, il aura besoin du soutien d'autres hauts dirigeants africains pour assumer son mandat, compte tenu du poids diplomatique limité de son pays. Outre ces défis,
Le président de l'Union africaine veut mettre l'accent sur l'urgence climatique et il espère également finaliser le projet initié par son prédécesseur, le Sénégalais Macky Sall, la conduite à bon port du projet de l'admission de l'Union africaine au G20 en Inde. Nous parlons de sport à présent, précisément football. Signature ce jour d'un contrat de partenariat entre le club de football féminin Atlético d'Akanda et média en ligne d'information générale, un partenariat qui vient à point nommé avec la nouvelle saison sportive de football féminin de première division. Jeremy Goma pour les détails. Le club de football féminin Atlético Akanda vient de signer un nouveau contrat avec un média gabonais d'information générale en ligne jusqu'en 2025. Une convention qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du club akandais, celle d'attirer des sponsors pour aider le club à franchir un nouveau palier. Ce gros coup, signé par le président fondateur de l'Atlético Akanda, Freddy Koula, s'inscrit dans la perspective de la prochaine saison sportive dont le club a été retenu pour participer au championnat national de football féminin de première division. Le projet Atlético Akanda est en train de prendre une autre dimension avec ce sponsoring sportif parce que pour mémoire, et les plus anciens me diront, mais je pense que c'est la première fois de l'histoire de notre pays où un média est sponsor d'une équipe, qui plus est une équipe amateur et certainement une équipe qui va jouer une première division et comme on le dit, on espère encore une fois que la première division féminine va débuter très vite. Le représentant de ce média en ligne est optimiste à l'idée d'accompagner ce club de football féminin à grandir. Il faut dire que le projet c'est un projet innovant, donc c'est un projet qui s'inscrit en droite ligne avec le projet de 1941 qui est un acteur qui œuvre justement dans le combat de la réduction des inégalités femmes-femmes et Atlético Akanda c'est un projet justement fondateur, un projet qui permet à la femme de pleinement s'émanciper dans un sport qui dans notre pays favorisait beaucoup plus les hommes. Les dirigeants des deux structures souhaitent que ce partenariat se pérennise même après la fin du contrat en 2025. Nous restons dans le domaine du football. Qui, pour succéder au Ghana, vainqueur de l'édition passée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, tentative de réponse avec Jeremy Goma qui nous présente le récapitulatif des premiers matchs de cette compétition. Regardons. Débuté le 19 février et s'étendra jusqu'au 11 mars prochain, la CAN des moins de 20 ans suscite déjà beaucoup de réactions en termes de productivité des joueurs sur le terrain. 12 nations africaines sont en lice dans l'optique de décrocher le titre de champion d'Afrique de cette catégorie afin de succéder au Ghana, vainqueur de l'édition dernière. Des équipes jeunes qui commencent tranquillement à se faire valoir dans cette compétition, à l'image du Sénégal, tombeur du Nigeria 1-0 dans le groupe A. Le groupe B, quant à lui, constitué de l'Ouganda, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Congo. L'Ouganda s'en sort de fort belle manière en venant à bout des fauves du Bazou-Bangui, version U20. De l'autre côté, le Soudan du Sud a été défait par le Congo, 1-2. Les équipes perdantes de ces groupes doivent d'ores et déjà se remettre en cause car, si elles souhaitent revenir, ce sera lors des prochaines rencontres. Place désormais aux rencontres des équipes du groupe C avec la Gambie face à la Tunisie et le Bénin qui sera aux prises à la Zambie. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Prenez soin de vous. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.